T'as Utonji qui arrive en face à face contre Penders. Ça me fume ça. De quoi? Qu'est-ce qui te fume? Tous les matchs précédents, c'est justement l'effet inverse, c'est que le Standard a eu une ou deux occasions, ils les ont mises et les équipes adverses avaient plein d'occasions. Donc je pense que là, à un moment donné, la roue tourne et que c'est. Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils ont eu des grosses occasions point de gagne. Oui, ok, de revenir à match nul. Parler ballon sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur d'être avec vous, comme d'habitude, pour analyser j'allais dire la Série A. Non, c'est la Jupiler Pro League, bien évidemment. Petite vanne de côté. On est avec Xavier, comme d'habitude. Comment ça va, mon Xavier? Ça va pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, je trouve. Donc, ça va pas mal. T'es venu avec plein de surprises dans ta besace, plein de choses à dire. Ah, je sais pas, on verra bien, mais tu découvriras ça plus tard. Ah, avec surprise, c'est très bien, c'est très très bien. On sait qu'il y a un petit temps additionnel aussi qui va traîner, dont on va reparler. Consacré à Anderlecht. C'est bien. Ça fait un petit temps que tu le marines, celui-là. Donc, on a hâte. En tout cas, Anderlecht, il en sera évidemment question dans le match de la semaine, Charleroi, Anderlecht. Mais, on va saluer également Thomas. Comment ça va? Très bien, très bien. Un petit voyage éventuellement cette semaine. Est-ce que t'as fait quelque chose de particulier? J'ai été voir Charleroi Anderlecht. Voilà, donc c'est parfait. J'étais dans le stade, donc mais j'ai pas fait de match français ce week-end. C'est magnifique parce que, on le répète, ce sera le match de la semaine. Et puis Quentin, évidemment, à notre côté, comme d'habitude, toujours aussi déterminé sur les statistiques, sur les joueurs, sur les clubs et aujourd'hui aussi les équipes qui vont performer. On en parlera dans tout simplement ta patte de l'expert. Ça va être chouette. Ça, exactement. Allez, on démarre tout de suite. J'ai hâte. Prenez vos petites pancartes, messieurs. Mais avant ça, j'allais oublier, évidemment, c'est l'happening by Thomas. Bien évidemment, l'happening, la surprise, le jeu. Quel va-t-il être cette semaine? Tout à fait. Tu as parlé de stats par rapport à Quentin. Et ça tourne un peu autour des stats parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore fait cette semaine. Donc en fait, je recherche un top 3. Donc le top 3 des joueurs avec le plus de grosses occasions créées dans notre championnat. Donc il y en a 3. C'est super intéressant. Je te laisse. Ah ben, je vais réfléchir. Alors, je pense que... Je vais dire juste, vous pouvez jouer ensemble. Le but, c'est de trouver le top 3. Ouais, on va trouver ça ensemble. Ça fait plaisir de pouvoir jouer ensemble sur un jeu. D'habitude, on est tous l'un contre l'autre, etc. Moi, je dirais que, de toute façon, il y a un joueur du côté de l'Union Saint-Gilloise qui crée énormément d'occasions. Je pencherais plutôt pour un joueur genre Fousseni. Qui est créateur d'occasion. Non, il est pas souvent titulaire. C'est pas bon. Peut-être un Solis? Ouais. Non, Solis. Pas bon. Thierry? Pas bon. Thierry. Numéro 3. Il a dit quoi? Il est numéro 3. Thierry. Est-ce qu'il y a genre un gros outsider dans le top 2? On peut appeler ça un outsider, mais vous allez pas être étonné de le voir. Enfin, moi, je n'étais pas étonné de le voir. Mais c'est plutôt Est-ce que c'est un joueur de Audeverle-Louvain? Non, pas du tout. Je veux dire peut-être les clubs, vous voulez savoir les clubs? Ouais. C'est Genk et Club de Bruges. Alors, Genk et Club de Bruges. Stuckers numéro 1. Yes. Ça, c'est bon. Donc, et Club de Bruges, pas Van Aken, pas Solis, Jachari? Non, pas Jachari. Talbi? Non, non plus. Non, pas, il a dit pas Van Aken. Jugla? Ouais. Non, même pas. Mais De Kuiper, alors. Oui, voilà. Incroyable, un latéral gauche. Il est deuxième, c'est pour ça que c'est plutôt outsider dans le sens où sa position, c'est plutôt particulier. Mais il est deuxième dans ce classement, donc Stuckers, De Kuiper et Thierry. Je vais m'attarder une seconde, comme tu en parles, sur De Kuiper. Moi, j'aimerais vraiment vos avis. Alors, c'est complètement improvisé, mais je l'ai vraiment en tête sur son potentiel de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que Maxime De Kuiper peut vraiment devenir un grand joueur, un top joueur? Quel est vraiment votre avis sur son potentiel à l'international? Comment est-ce qu'il peut se développer selon vous? Il va aller où? Il va aller jusqu'où, Maxime De Kuiper? Moi, jusqu'où, je sais pas, mais je le verrais peut-être bien plutôt en Liga, moi. Je trouve que c'est plutôt une compétition qui lui correspondrait plus. Ou peut-être en Allemagne Jordi aussi. Alba, alors. Ouais, comme ça. Un peu comme ça. Moi je trouve qu'il a un gros défaut, parce qu'il joue quand même dans une défense à 4, alors qu'il a l'habitude, j'en ai déjà dit cette fois dans cette émission, c'est que dans une défense à 3, c'est le piston gauche. On l'a encore vu ici contre Saint-Tron, et notamment dans les occasions créées, il est très très offensif. Mais je trouve qu'il a quand même des lacunes défensives, ça va déjà mieux qu'avant, mais on le voit notamment en Ligue des Champions. Quand il est sur un attaquant droit assez technique, assez rapide et tout, il se fait plus facilement éliminer. Donc je trouve le mieux pour travailler ça, c'est en Italie. Ça est dans le calcio pour travailler son aspect défensif, mais quand il a pas s'épanouir en Italie. Mais je pense que comme il dit par exemple je trouve il a vraiment le profil d'un Jordi Alba, c'est vraiment le piston gauche qui va pouvoir apporter des occasions offensives. Je trouve que c'est bien plutôt parce que tu as un entre-deux. Espagne, c'est plutôt offensif défensif, l'Allemagne c'est très offensif, l'Italie c'est très défensif. Donc je trouve que l'Espagne c'est le juste milieu et il est en évolution constante aussi. Alors avec Xavier, on a quand même un gros suiveur de la Serie A du championnat d'Italie. Est-ce que tu ne penses pas
ici on entend des avis contraires, mais est-ce que tu ne penses pas justement que le championnat italien pourrait l'aider dans sa science du replacement défensif et sa manière de savoir mieux défendre son dos? Les attaquants qui vont à un moment donné chercher la profondeur dans son dos. Ça, clairement, pour apprendre défensivement, je pense que la Serie A, c'est le meilleur endroit pour défendre. Donc à ce niveau-là, ça c'est très bon. Je pense qu'il veut vraiment progresser à ce niveau-là. Je pense que c'est peut-être le championnat qu'il doit aller voir. Mais par rapport à sa place, moi, je verrais bien plutôt à Bundesliga pour rejoindre un petit peu Quentin et Thomas, dans le sens où je trouve qu'il a plus ou moins le même profil que Grimaldo. Tu vois, genre, Mittelstadt aussi. il est très offensif, très bonne coup de pied arrêté comme Grimaldo. Donc je pense que c'est vraiment le même style de joueur, et au final, quand tu vois que ce joueur-là peut s'imposer à Leverkusen, bah, pourquoi pas De Kuiper pourrait faire pareil, tu vois. Mais s'il veut progresser défensivement, comme tu l'as dit, je pense que la Serie A, c'est vraiment le meilleur endroit. On est d'accord que Rudy Garcia, ça va être peut-être le meilleur moment pour lui de le récupérer, de l'amener dans la sélection, de l'intégrer. On sait, on l'a dit, Rudy Garcia aime les latérales gauche de formation qui ont cette habitude d'être latéral et dont c'est vraiment la vocation. Là, ici, avec Maxime De Kuiper, il l'a trouvé. C'est lui, notre futur latéral gauche, Thomas? Mais c'est pas un arrière-gauche de formation, hein, De Kuiper. Il était plutôt ailier. C'était un joueur offensif, justement, on en a parlé. Mais il joue maintenant, tout le temps maintenant, latéral gauche. maintenant, il est ancré à cette position-là. Ouais. Et je trouve que c'est parfait. Je trouve vraiment qu'il est en évolution constante. Depuis ses premières saisons en Pro League, tu vois qu'il évolue de la bonne manière. Donc c'est intéressant. Et à choisir, tu préférerais, toi, Quentin, un Arthur Théâtre ou un Maxime De Kuiper en cette position de latéral gauche? Maxime De Kuiper et plus Théâtre dans l'axe. Théâtre dans l'axe? Ouais. Parce que c'est sa place aussi, je trouve, de prédilection à lui aussi. Et comme tu le dis, Rudy Garcia aime vraiment bien avoir un défenseur gauche vraiment ailier qui peut y aller, alors qu'un Théâtre est plus un défenseur central gauche qui jouait à gauche par défaut. Et donc, ouais, je pense que ce sera plus comme ça. Alors, on va y venir justement. Prenez vos petites pancartes. On va parler des Diables Rouges et on va parler surtout de l'avenir des Diables Rouges, parce qu'il y a un cas qui est extrêmement important et qui est en train de susciter beaucoup de stress, notamment sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram. Tout le monde se demande ce qui va se passer avec cet homme. Il était vendredi titulaire. Il a fait un excellent match contre le Standard de Liège. On parle bien évidemment de Kostas Karetsas. S'il ne convainc pas Kostas Karetsas de rejoindre les Diables Rouges, le mandat de Vincent Manhart, notre directeur technique national, sera déjà un échec. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Il n'est pas d'accord, notre ami Xavier. Et ton ami Thomas n'est pas d'accord non plus. T'es pas d'accord non plus? Je suis pas d'accord non plus. Ok, donc selon vous, il y a rien de rédhibitoire au fait de ne pas... selon moi, ce sera un échec cuisant. C'est pour ça que je le dis. C'est vraiment un avis personnel. Rater l'opportunité de voir un tel joueur arriver chez les Diables Rouges, déjà, pour moi, ça noircit le tableau. Je suis d'accord avec toi, ce serait un échec. Mais si le joueur, il a envie de choisir son pays, la Grèce, ou il a envie de choisir sa Belgique, ça doit être la conviction à 300% du joueur. J'ai pas envie d'un joueur qui choisisse la Belgique par défaut ou autre joueur. Je veux un joueur qui vienne et qui se dise, moi, je veux représenter la Belgique, je vais me donner à 300% en Belgique. Donc voilà pourquoi. Si il vient pas, c'est qu'au final, il a plus préféré la Grèce que la Belgique. Donc pour moi, c'est le choix du joueur. Karetsas, on rappelle, hein, il est né à Genk, hein, donc il est belge de naissance. Bon. Il a grandi dans un centre de formation belge. Ses racines, quelque part, sont belges aussi. C'est ses parents, évidemment, qui sont grecs. Il y a peut-être aussi une ambivalence là-dedans. C'est quand même important de pouvoir aussi se rendre compte de ce que la Belgique a pu faire de Karetsas. Sans ces centres de formation genkois, il serait pas là. Je suis 100% d'accord, mais bon, son prénom et son nom, c'est vraiment très très grec. Donc, mais non, après ça c'est un détail, hein, mais je trouve que ce joueur, comme tu l'as dit, il est exceptionnel. Et je rejoins Quentin dans ce qu'il a dit. C'est plutôt intéressant pour nous justement dans cette phase-là où on est en reconstruction, d'avoir des joueurs qui se donnent à fond pour notre nation que des joueurs qui doutent. Donc je le rejoins à 100% là-dessus. Shorty Mokyo, oui, par exemple, oui, qui fait partie des joueurs qui sont totalement qui a été incroyable face à Lyon, ouais. Totalement séduit par le projet. Peut-être que ça pourrait être la première grosse surprise de Rudy Garcia en mars. Bah franchement, je serais pas étonné et je pense que ce serait un beau move de le faire parce que Lavia il est constamment blessé, donc c'est plutôt intéressant de l'avoir. Et faut pas se poser de questions parce que l'Espagne a fait pareil avec la Malle. Bon, c'est un niveau quand même nettement supérieur, mais prendre des joueurs de cet âge-là, je trouve pas ça choquant et il faut le faire. Absolument. Je pense que l'exemple de Lamine Yamal, c'est vraiment le meilleur. Il faut pas avoir peur de faire venir des jeunes joueurs. Ouais. Le gros problème qui était celui de Domenico Tedesco, c'est qu'il leur faisait venir trop tout le temps et qu'ils s'en occupaient pas. Si tu en fais venir un ou deux de temps en temps sur des rassemblements et que derrière tu les intègres pas à pas, pour moi, ça devrait pas poser de problème, on est d'accord. Surtout que c'est des joueurs à fort potentiel. Donc, bon, Domenico Tedesco a fait ramener des jeunes comme Spillers, par exemple, on savait très bien qu'elle allait pas jouer, qu'il va jamais être imposant dans les Diables Rouges. Mais un Mokyo, on voit déjà que c'est quelqu'un avec une grosse carrure, avec un gros potentiel, c'est pas du tout la même chose. Donc, je trouve que il y a une différence là-dedans et prendre des joueurs du type de Mokyo, c'est plus intéressant que d'aller chercher des petits jeunes comme Spillers qui n'avaient pas lieu d'être là. Très polyvalent en plus, le Mokyo. Il peut jouer en défense centrale, il peut jouer défenseur de gauche, il peut jouer dans le milieu comme il a joué contre l'Union. Il se
murmure même qu'il pourrait même jouer un peu plus haut en 8, voire peut-être encore plus haut. Donc c'est très intéressant. J'ai vu les supporters de l'Ajax Amsterdam qui soulignaient Ouais. son extrême polyvalence et ils exactement. trouvaient ça exceptionnel sur les réseaux. Xavier, quel est ton avis sur ça? Pour toi, tu l'as dit, c'est pas un échec si on rate Carretsas. Moi, je te donne juste une info, puis je te laisse aller là-dessus. On sait déjà, il y a 4 personnes qui actuellement sont au courant de ce qui va se passer avec Carretsas. Moi, je pense que voilà, on penche plus vers la Belgique. En tout cas, c'est les informations que j'ai à l'heure actuelle. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que on sait que il y a, tu l'as dit, Thomas, cette espèce d'amour total pour la Grèce et tout. Mais voilà, on y croit encore, en tout cas au sein de la fédération. Toi, pour toi, il y a rien de rédhibitoire, je disais. Non, que je rejoins en fait Quentin. Le souci, c'est que pour moi, en équipe nationale, si on doit te convaincre de venir rejoindre l'équipe nationale, va jouer autre part. Enfin, Clairement. tu représentes ton pays, on ne doit pas te convaincre pour venir jouer. Et puis à côté de ça, il est très talentueux, mais des joueurs talentueux, on en a vu des tonnes, et au final, ils n'ont pas forcément confirmé. Donc, c'est pas parce que celui-ci vient pas jouer avec une équipe nationale que tu vas gâcher. Peut-être qu'il confirmera pas, et au final, on parle beaucoup et il va pas percer. Mais je lui souhaite, hein. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est qu'on doit pas te convaincre de venir jouer en équipe nationale. Si on doit te convaincre, reste chez toi pour moi, c'est tout. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, en termes d'image, il est venu le moment pour la Belgique de montrer que ça reste une nation qui est sexy et qui plaît aux jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de défaites sur ce plan-là. Il y a eu énormément de jeunes qui sont passés au travers, notamment avec le Congo. On a parlé de Ngalaye Lumouko récemment. On peut parler aujourd'hui et on en parlera également de Wait and See avec Shemseddine Talbi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très très bons, qui sont très très forts et qui sont amenés à quitter et ne pas représenter la Belgique. Peut-être que recruter, ou en tout cas, parce que ça peut s'appeler un recrutement aussi, hein, même si il n'est pas dans un club, il est dans une fédération. Peut-être qu'aller vers le fait de convaincre quelqu'un qui était quand même en ambivalence entre une nation et une autre, ça peut quand même aussi avoir une incidence sur derrière les générations futures. Tu comprends? Tu vas avoir un impact, quoi qu'il arrive. Oui, moi je pense que tu dois juste, quand tu fais, tu le convoques, après il accepte pas, mais tu dois pas commencer à essayer de jouer. Oui, il faudrait vraiment que tu viennes, ma Abdul, Ouais. quoi qu'il arrive, tu représentes ton pays, soit tu as envie de représenter ton pays, soit tu n'as pas envie. Il n'y a pas de... Ouais, c'est un choix du cœur. Ceci, quoi. voilà, c'est ça, toi. Je pense Moi, que je trouve ça discours... tout à fait logique. Moi, faut pas aller pousser des jeunes à venir vers nous. C'est, tu choisis pour la Belgique ou tu choisis pour ton autre pays. Point barre. Tu reçois l'invitation, tu l'acceptes pas, point. C'est pas un tout. club de foot, c'est une nation. Hein. Oui, bien sûr. Mais à titre C'est trop personnel... business. Moi, je trouve ça trop business, là, ce que tu es en train d'essayer d'expliquer. Mais justement. le football est devenu uniquement business. Ouais, mais justement, c'est le monde du football dans lequel on est inscrit. Moi, je n'en fais que le relais. Mais l'aspect équipe internationale, je trouve ça justement un autre football. Et je trouve que justement, on devrait peut-être décrocher et justement profiter de ce milieu-là où il y a un peu moins de business. Et j'aimerais que ça reste comme ça. Ouais, toi, un peu comme l'interview de Thomas Meunier, j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, où il disait, moi, par exemple, je prendrai jamais ma retraite internationale. Si mon pays a besoin, il m'appelle et je viendrai. Mais pour mon pays, jamais je prendrai ma retraite internationale. Et ben ça, typiquement, c'est un gars qui veut représenter son pays. Voilà. Moi, et après, il va aller s'inscrire à l'armée. En équipe nationale, non, mais en équipe nationale, tu viens pour défendre ta nation, représenter ton pays, voilà. ça. Donc, tu dois pas commencer, comme dit Thomas, voilà. D'accord, ok. Donc, vous êtes tous d'accord au fait qu'il n'y aura rien, il ne se passera rien, vous n'allez pas du tout moi, je juger. sélectionné. Ouais, moi aussi. Je veux qu'il soit là, mais on ne doit pas venir le convaincre, c'est ça. S'il a envie, il vient. S'il a pas envie, on a tous tant envie pis. qu'il soit là. Je pense un joueur comme ça, il est incroyable. Encore ici, j'étais au stade vendredi. La passe qu'il amène en aile de pigeon. Waouh! Il y en a un qui a, je crois que c'est Bonsouba qui a essayé de le tester en deuxième mi-temps, il l'a raté. Mais c'est pas tenu à tout le monde. Il a une aisance technique. Il a quelque chose même, il y avait tous les joueurs autour de moi, j'entendais des gens qui disaient, oh, c'est qui celui-là, il est trop fort. Oh, c'est qui celui-là? Oh, celui-là, il est, et vraiment, ils disaient genre, mais alors c'est supporter adverse, c'était vraiment, franchement, il a vraiment quelque chose, il a un énorme potentiel. Donc, clairement, en tant que Belge, j'adorerais qu'il représente notre pays. Mais il faut qu'il le veuille à 300%. Mais ce que vous êtes en train surtout de dire, c'est que vous ne lâchez absolument pas la responsabilité sur Vincent Manhart. Alors vous attendez quoi du directeur technique national? Vous attendez, qu'est-ce qu'on attend d'un directeur technique national si ce n'est pas ceci? Quels sont parce que, je suis désolé, on l'a dit, quand la fédération et Vincent Manhart a choisi pour Rudy Garcia, on s'est entendu sur le fait d'expliquer que c'était du 50-50 en interne. Que dans le processus décisionnel, Vincent Manhart allait avoir aussi sa responsabilité. Mais qui dit responsabilité dit également attente. Ouais. Donc aujourd'hui, vous attendez quoi de la personne qui est censée être le bras droit de Rudy Garcia dans les choix, dans le développement de notre nouvelle équipe nationale? Qu'est-ce qu'on attend de Vincent Manhart si c'est pas justement essayer d'aller récupérer des petites pépites? Mais moi, le rôle d'un directeur technique dans une équipe nationale, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Que ce soit Manhart ou un autre,
Enfin moi ça me parle pas. Ça a pourtant une importance ouais, absolument mais je trouve que capitale. c'est la première fois qu'on en parle autant que d'un directeur technique, je trouve, par rapport aux années précédentes. Ça prend trop l'ampleur du business, je trouve. Donc Mais c'est ouais, le mais vide moi, qu'a laissé Roberto Martinez Ouais. qui fait en peut-être sorte aussi, qu'on en ça parle. aussi, peut-être aussi, mais moi ça me fait ni chaud ni froid que ce soit lui ou un autre, et j'ai aucune attente par rapport à lui, aucune. Ok, donc on va laisser Vincent Manhart en vacances, c'est Ouais. un emploi fictif en tout cas. Moi, j'ai T'es en aucune train de dire que c'est un attente. emploi fictif. Mais oui, parce que, mais pour moi oui, parce que tu choisis, comme Xavier le disait, tu représentes ton pays si t'en as envie, tu dis oui quand on te convoque, tu dis non si t'as pas envie. Point barre, ça s'arrête là pour moi. C'est comme à FIFA, hein, tu choisis tes joueurs et point barre. Donc pour Thomas, le poste de Vincent Manhart est un emploi fictif. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça? Non, parce qu'il doit quand même aussi apporter tout. Il y a pas que le coach, comme tu dis. Il doit aussi lui ressouder l'équipe. Il doit aussi prospecter pour les jeunes. Moi, comme je dis, je le répète, j'adorerais que Caretsas vienne chez nous. Donc c'est aussi son rôle. Mais je veux dire, ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend aussi de Caretsas. On oublie, si Caretsas il choisit absolument d'aller en Grèce et que dans sa tête c'est je veux représenter mes origines et tout. Mais Manhart Bah, ou voilà. pas Manhart il sait rien y faire, tu vois. Exactement. C'est dans la tête du joueur. Et donc c'est pour ça il faut que le joueur soit conscient et qu'il veuille représenter le pays à 300%. C'est à Manhart à essayer de le convaincre aussi. Mais comme je te dis, si le mec il se dit non, moi mes racines elles sont grecques, je veux aller jouer en Grèce, Bah, je veux voilà. représenter le bleu et le blanc et pas le noir, jaune, rouge, ben là Manhart il sera rien faire. Ok. Exactement. Ben justement, vous avez vos pancartes, donc on va pouvoir enchaîner sur le match dans lequel a joué Kostas Karetsas vendredi. C'est Standard Genk, bien évidemment. Victoire du KRC Genk difficilement 2-1 face au Standard de Liège. Et la phrase est la suivante. En s'inclinant contre le KRC Genk, le Standard de Liège a dit adieu aux Champions Playoff. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord avec cette phrase, Xavier? D'accord, d'accord pour Thomas et également pas d'accord. Non. Pas d'accord. Alors, pour une fois, je vais écouter Thomas qui lui est d'accord. D'habitude, on va sur le pas d'accord et puis ensuite, on va vous laisser dans un Tom and Q show super sympa. Vas-y. Mais non, mais moi ça rejoint tout ce que j'ai dit les semaines précédentes. Pour moi, c'est tellement logique. Quand j'ai dit 3 sur 15 la semaine dernière, c'était pour justement pas être trop critiqué, pas entendre les anti-standards, les 6 à là. Mais pour moi, je serais pas étonné de voir un 0 sur 15. Et là, je vous allez tous me tuer, hein, mais faudra faire quand même attention parce qu'on n'est pas forcément très loin des playdowns. Hein. Ah, c'est intéressant que tu dis ça parce on que est qu'à j'avais 5 une points, petite hein. discussion hier en off avec Quentin. 5 points, c'est le C'est nombre rien, de points 5, pour hein. aller chercher les playoffs 1. Bah ouais. C'est également le nombre de points pour descendre voilà, en playdown. donc, Il y a encore à un une moment donné, possibilité de playdown, les amis? Bah, vu le calendrier, franchement, je serais pas étonné de voir le standard en play. Je dis pas qu'ils vont l'être, hein, parce que il y a quand Évidemment. même énormément d'équipes, il y a encore il y a encore plein de confrontations entre toutes ces équipes-là. Je dis pas qu'ils vont être dedans. Loin de là, je pense que il y a peut-être 10% de chance, mais il y a encore 10% de chance. Il y a encore 10% de chance de voir le Standard de Liège en playdown. Bah oui. Ils peuvent encore être parmi les 4 pires équipes du championnat de Belgique. Forcément, tu n'es pas d'accord, Quentin. Ben, les gars, il y a encore 4 journées de championnat, il y a que 5 points d'écart. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ici, c'est quoi? Tu perds 1-2 à domicile contre Genk. Excuse-moi, mais en termes d'occasion franche, le Standard a eu 3 bonnes occasions franches à 0-1. T'as le Camara qui peut faire le 1-1 juste avant la mi-temps. T'as le Utonji qui arrive en face à face contre Penders. Ça me fume, ça. De quoi? Vas-y, Qu'est-ce qui vas-y. te fume? Tous les matchs précédents, c'est justement l'effet inverse, c'est que le Standard a eu 1 ou 2 occasions, ils les ont mises et les équipes adverses avaient plein d'occasions. Donc je pense que là, à un moment donné, la roue tourne et que c'est. Oui, mais ça c'est n'empêche une pas fois- qu'ils ont eu des grosses occasions contre Genk. Oui, Qu'ils ok, devraient marquer, bah de revenir à match nul. c'est peut-être un des seuls matchs où ils ont eu un peu plus d'occasions qu'habituellement et qu'ils auraient peut-être éventuellement pu prendre un point, mais pour Bien moi, sûr. la victoire de Genk, elle est amplement méritée et que le Standard Genk n'a pas eu perde, c'est pas étonnant, quoi. d'occasion non plus, plus d'occasions incroyables, je trouve, que le Standard. Oui, Il y a mais aussi ils le les ont poteau marqués. d'Untonji et tout. Oui, ils les ont marqués, mais quand tu regardes, ici, il y a 5 points d'écart. C'est très simple. Il y a encore un match ce week-end qui est très important. Ça pourrait être possible, on ne sait jamais. Le Standard arrive à gagner au club de Bruges. Faut pas oublier, la Gantoise joue contre Genk. La Gantoise n'ira pas gagner à Genk après un lendemain européen. Il y a que 2 points d'écart, hein. Il y a que 2 points d'écart. Donc là, vous les enterrez comme si tout était fini. Il non. suffit juste d'un match ce week-end. Le Standard gagne, la Gantoise gagne pas. Il y a que 2 points d'écart. La Gantoise après enchaîne qui? Ils enchaînent deux équipes encore. Ils enchaînent le club de Bruges et ils enchaînent l'Antwerp aussi. Donc moi je dis non, il y a encore, c'est pas encore fini. Donc tant qu'il y a de l'espoir, il faut y croire. Voilà, et comme dirait Franck Ribéry, la roue tourne va vite tourner. Bah ouais. Est-ce que la roue tourne va vite tourner? Est-ce que, justement, pour venir à ce match face au club de Bruges, toi, Xavier, tu y crois? Est-ce que le Standard peut faire une surprise au Jan Breydel Stadion 3 jours, ou plutôt 4, après le déplacement du côté de l'Atalanta pour les Blauenzorg? En gros, je pense qu'ils sont possibles d'aller chercher peut-être un petit point au club de Bruges, mais le souci c'est que un truc qu'on parle pas forcément beaucoup, c'est que je pense que qu'il arrive, il y aura beaucoup de facteurs qui feront en sorte que Gand sera top 6. Exactement. Oui, mais ça, Ça sera Exactement. pas forcément de la Trois matchs faute de du Standard, mais je pense que au vu des résultats de ce week-end, c'est compliqué pour le Standard d'aller chercher le top 6.
mais ce sera pas forcément dépendant de leur faute, quoi. Ok. Ça, j'ai oublié de le préciser, il a entièrement raison, je devais le préciser, c'est que c'est quand même un peu bizarre que ça fait 3 week-ends de suite que la Gantoise est avantagée par la VAR. Encore ici, la Review Commission des référés, comme quoi Lardo disait, ben oui, en effet, il y avait carte rouge pour Braun à 1-1 en première mi-temps. C'est complètement honteux, scandaleux, ça fausse beaucoup de choses. Ça fausse clairement beaucoup de choses. Ah oui, clairement, parce que là, c'est une équipe de la Gantoise qui, au lieu d'avoir 5 points d'avance, on aurait peut-être 3 ou 2. Donc, honnêtement, ça devient usant, ça devient lassant. Et ça devient assez pénible. Ouais, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas en reparler pendant des minutes, mais... Là, c'est du fatalisme. C'était de la colère pénible. la semaine dernière. La semaine prochaine, ce sera le déni. C'est un peu toutes les phases du deuil, qui est en train de nous faire Quentin. Surtout cette semaine, c'est une phase où c'est pas un hors-jeu où tu traces une ligne bizarrement. Ici, c'est une phase, c'est clair et net. Ouais, et donc, la VAR, ils sont je sais pas combien dans leur bureau. L'arbitre sur le terrain, tu peux pas lui en vouloir parce qu'il peut pas tout voir. Mais ceux qui sont à Tubis à la VAR, et dans ce même match, ils mettent une rouge pour la même chose à l'autre équipe, mais dans le même match, donc le même corps arbitral, met la rouge à un joueur du Berscott pour la même chose, voire peut-être encore moins impressionnant, moins fort que ce que Braun a fait. Même le premier penalty de Gand, je suis pas sûr qu'il y a vraiment penalty, parce que pour moi, c'est les deux joueurs de Gand qui se mettent une tête contre tête, et je suis même pas sûr que le gardien touche les joueurs, tu vois, donc bon. Oui, mais c'est vrai qu'en plus de ça, dans le jeu, je trouve que la Gantoise serait certainement sur les 5 dernières années le pire 6e des Champions Playoffs. Ah oui, mais horrible. Mais ils mériteraient tellement pas leur place en Champions Playoffs. Limite, en début de saison, sous Franken, c'était plutôt séduisant et cool à regarder, mais là, depuis on va dire octobre-novembre, c'est nul. Il y a aucune âme dans cette équipe. Il y a rien. Alors le calendrier de la Gantoise, c'est évidemment un dernier match face au Betis Séville où on sait qu'ils vont être éliminés en Conference League et la Chocotov. Ensuite, il y a le déplacement du côté du KRC Genk, il y a une réception du club de Bruges et alors il y a également un dernier match, mais le tout dernier de la 30e journée, c'est une réception de Courtrai qui sera certainement déjà assuré d'être en play-down. Donc est-ce que le scénario est quand même pas extrêmement propice pour une qualification sans être exceptionnel pour les Gantois? C'est simple. Contre Courtrai, ils seront menés 0-1, ou ce sera 1-1 et tout. Miraculeusement, 85e, 86e, une décision litigieuse comme depuis 3 semaines. Et voilà, la Gantoise en play-off 1. Non, mais pour rire, ils ont un calendrier pas facile, hein. Ils ont les trois équipes des play-off 1 et tout, donc ils ont vraiment eu de la grosse chance que les 3 dernières journées, ils aient été avantagés par la VAR. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est la phrase du jour. Évidemment, la Gantoise est favorisée par l'arbitrage en Belgique. C'est véritablement le coup de gueule de Quentin aujourd'hui qu'il assume. Il l'avait déjà dit la semaine dernière. Et encore une fois. Ouais, peut-être que ici contre Genk, on va encore leur dire, je sais pas, le week-end prochain. Non, maintenant qu'ils ont 5 points d'avance, ils peuvent perdre un peu de points. Maintenant, ils peuvent contre Genk. Contre Genk, de toute façon, je pense qu'il y aura même pas match. C'est une équipe qui, pour revenir sur ce match face au Standard, Thomas, est impressionnante dans le jeu. Elle a tenu et on s'y attendait. On savait qu'elle allait avoir un attaque défense, mais que ce soit exagéré, exacerbé à ce point-là en première période, vraiment, je pense que tout le monde était stouffé. C'est une petite expression pour dire qu'il y avait un étonnement total dans le stade également, à voir la qualité individuelle de ces joueurs. Franchement, en termes de potentiel, Jarno Stukers, Bonsuba, Kostas Karetsas évidemment, Smets. Et puis devant le joueur, on y viendra évidemment, Smets est exceptionnel encore dans cette rencontre. On est clairement face à la seule équipe qui pourrait peut-être déjouer les plans du club de Bruges en play-off. Mais oui, c'est ce que j'ai dit il y a 3-4 semaines. Moi, je suis pas du tout convaincu que le club de Bruges sera champion. Il y a plusieurs équipes encore. Bon, Genk, ça c'est sûr. Mais je reste persuadé qu'il y aura un outsider dans les playoffs qui va faire mal, qui va frapper quelque part. L'Union, Anderlecht, je sais pas, mais il y aura quelque chose en qui va se passer. On va avoir des playoffs palpitants. Oui, mais à Genk, il y a un homme dont personne ne parle. Je trouve qu'il est un peu, alors j'exagère un peu, mais j'adore donner des surnoms aux joueurs. Vous le savez, je l'appelle un peu le Tony Kroos belge, Brian Heinen. Dans son style, c'est quand même un joueur qui a toujours été très beau à avoir joué, qui n'a jamais fait le saut de qualité pour aller vers le championnat, les championnats internationaux, mais qui reste quand même un joueur tellement important dans un équilibre collectif. C'est lui qui permet justement à tous les joueurs offensifs d'être si haut dans le jeu pour tenir justement ce système de possession, ce jeu de possession. Il est initié par le milieu de terrain genkois, Quentin. Et on a même vu qu'il pouvait même jouer au goal apparemment. Il s'est même arrêté des penalties. Donc non, vraiment, j'étais au stade, donc j'ai pu le voir. C'est différent qu'à la télé. Et honnêtement, quand ils ont décidé d'accélérer le jeu, quand ils ont décidé de faire les 1-2, les combinaisons, les appels de balles, honnêtement, c'était très impressionnant. Franchement, j'ai jamais vu une équipe cette saison qui m'a bluffé comme ça, d'un point de vue de vitesse de jeu, d'exécution des passes, les appels,
Stuckers, il se retrouvait attaquant droit, milieu défensif, défenseur droit, milieu offensif. Il était partout. Il est tout le temps en mouvement, il bouge tout le temps. À un moment, ça doit retourner le jeu. Bam, transversal, côté gauche, ça envoie chez Kayembe. Honnêtement, c'est très, 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 très bon. Et pour revenir à ce que tu disais, ils ont une grosse différence par rapport au club de Bruges. C'est qu'ils ont un vrai neuf. Et on l'a encore vu ici avec Nilsson, contre Saint-Tron, le raté. Et on l'a vu avec Caro Daré, la tête qui met le 0-2 et donc qui tue le match. Honnêtement, ils ont un effectif pour moi encore beaucoup plus complet que celui de Bruges. Xavier, on a vu les deux meilleurs entraîneurs de Jupiler Pro League s'affronter cette semaine ou pas vendredi entre le Standard et Genk. Thorsten Fink contre Ivan Leko. Je sais pas si c'est les deux meilleurs, mais en tout cas Thorsten Fink, je pense que c'est deux des meilleurs entre guillemets, parce que je pense que Nicky Hayden fait un excellent boulot à Bruges également, et il y en a d'autres qui font du bon boulot également. Mazou. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que c'était deux bons, et au final c'est vrai que Leko il tire quand même, enfin vu son effectif il fait quand même de super résultats même si la manière n'est pas là, et Thorsten Fink c'est vrai que déjà l'année dernière on avait vu à Saint-Tron qu'il faisait d'excellents résultats et du bon travail avec une équipe plus difficile. Ici à Genk, il a un effectif pour jouer le titre, et il a ramené aussi des joueurs qui lui convenaient bien à Saint-Tron l'année dernière, donc ça aide aussi, c'est des joueurs qui connaissent bien l'entraîneur, et c'est vrai que je pense que c'est à l'heure actuelle, peut-être le meilleur ou le deuxième meilleur, enfin, dans ces eaux-là, entraîneur en Belgique. Xavier, tu m'offres une transition absolument parfaite. Messieurs, vos pancartes, on va parler évidemment du match très très intéressant qu'on a vu certainement. L'un des plus beaux, si pas le plus beau match de cette semaine. Saint-Tron contre le club de Bruges. Évidemment, cette phrase arrive. Le STVV n'a pas gagné un point, ils en ont perdu 2 contre le club de Bruges. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec cette phrase? Xavier, il n'est pas d'accord. On est d'accord, Thomas, et on n'est pas d'accord, Quentin. Xavier, je t'écoute. Pourquoi n'es-tu pas d'accord avec le fait que Saint-Tron a perdu 2 points à domicile alors qu'il menait 2-0 en première période contre les Bleus? C'est vrai que quand tu vois le scénario, tu dis ok, ça va, ils auraient peut-être pu prendre les 3 points, mais au final, c'est pas contre eux qu'ils doivent prendre les points. C'est un point entre guillemets bonus, parce que quand tu vois leur calendrier, il leur reste Malines, Courtrai, Berscott et Louvain, si je dis pas de bêtises. Ça, ouais. Et c'est là vraiment qu'ils doivent prendre les 3 points ici. Pour eux, même dans leur tête, ils ont essayé de faire un top match, parce qu'ils avaient pris, je pense, 7-0 ou 7-1 au match aller. 7-0. Donc voilà, ça restait dans leur esprit. Mais pour eux, c'est du bonus. Au vu du scénario, c'est sûr qu'ils ont perdu des points, mais clairement, avant le match, tu demandes aux 11 joueurs, même à Mazou, ce soir, vous prenez un point contre le club de Bruges, il signe à 2 mains. Donc au final, pour moi, ça va un très bon point, c'est même un point bonus. Ouais, enfin Felice Matsu avait quand même un peu la dent dure. Oui, après le match. Mais pose-lui la question avant le match. Le jour avant le match, ce soir, tu prends un point contre Bruges, t'es content, t'es pas content, il va te dire le contraire. Hein. Ouais, dans un certain sens, je suis d'accord avec lui, mais vu les circonstances du match, il devait remporter cette rencontre, surtout que le plan tactique était parfaitement exécuté et mis en place par Mazou. J'ai trouvé vraiment ce match hyper intéressant du côté de Saint-Tron, surtout avec tous les joueurs offensifs qu'ils ont. Tu pourrais penser qu'il y aura un bouchon à un moment donné, mais finalement, je trouve que ça s'accorde plutôt bien. Et c'était très fluide, beau à voir. Et honnêtement, franchement, je pense que pour moi, si on compte pas le top 5 actuel de notre championnat, c'est l'équipe qui joue le plus beau football de notre championnat. Donc pour moi, ce serait l'équipe la plus méritante pour le dernier ticket des playoffs 1. Malheureusement, ils sont très loin, ils vont pas y accéder. Mais juste en les regardant et en admirant ce jeu, pour moi, c'est l'équipe qui devrait être dans les playoffs 1. Thomas, entre nous, ouais. Le but de Dielam Kelze, il fait exprès ou pas? Honnêtement, j'ai un doute parce que, ok, vu sa personnalité, etc., on pourrait penser que non, mais son centre il serait complètement raté alors. Et ouais. c'est pas son genre de faire de mauvais centres. Donc pour moi, je pense que son but c'est fait exprès dans un certain sens. Donc tu vas sur le génie. Quand je pense que oui. Moi aussi. Pour moi, il le voit comme quoi Mignolet est mal positionné et il voit le trou et pour moi il le fait exprès. Oh, clairement, moi je doute pas, pour moi il le fait exprès. Ouais. Pour moi il veut marquer et clairement c'est un coup de génie, c'est un coup de Didier Kelze, qu'est-ce que tu veux faire? Il voit Mignolet un peu avancé, il se dit je la mets et il la met très bien parce que tu peux très bien la mettre et qu'elle aille sur le poteau, qu'elle aille derrière le goal. Non, il a très bien joué. Tout à l'heure Thomas mettait en avant Felice Matsu en disant que c'était un des meilleurs entraîneurs quand j'ai posé la question avec Thorsten Fink et Ivan Leko. Je suis d'accord parce que l'intelligence de replacer Lam Kelze dans un rôle de faux numéro 9 qui vient garder des ballons parce que mine de rien, il est grand, hein, 1m93, c'est vraiment un grand gaillard. Je sais qu'il est aussi assez massif, puisque j'ai pu le côtoyer à un moment donné. Ça reste quand même un joueur qui peut être très intéressant dans ce registre-là, mais il lui donne énormément de liberté. Ça veut dire qu'il n'empêche pas d'aller sur ses fameux côtés gauche, côté droit. C'est de là que vient le but. Ouais. Donc il est aussi quelque part responsable de voir un excellent Lam Kelze dans un match important. Ils le savaient, ils ont répondu présent. La Poussin également. Ouais. C'est bien pour le Saint-Tron. Et quand on connaissait Mazou du côté de Charleroi et l'Union, on voyait que c'était un entraîneur qui avait du mal à changer ses plans.
Et là, je trouve qu'il a vraiment très bien fait face au club de Bruges en repassant parfois à 4 derrière, en mettant Patrice sur le banc, en mettant Van Wesemal aussi dans ce 11 type, alors que c'est pas forcément un joueur capital dans son noyau. Et c'était un des meilleurs sur le terrain. Donc il fait des choix forts. Il arrive à trouver une osmose entre le nombre de joueurs offensifs. Et je trouve qu'il fait ça très bien. J'étais très étonné, par exemple, de voir à la fois Bertaccini, à la fois Lamkelze, à la fois Brahimi et à la fois Didier Lapoussin également titulaire. Énorme, hein. 4 joueurs offensifs. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop déstructuré, beaucoup trop déséquilibré. Et effectivement, il a réussi à trouver quand même une forme d'équilibre avec Ito quand même, qui reste un excellent joueur offensif. J'ai envie de dire, il a joué son va-tout dans ce match, Quentin. Après, il a pas le choix. Il est obligé de prendre des points. Donc quand tu vois, c'est 4 ou 5 points de retard en dehors de la zone rouge. Donc ça, je vais en parler dans la patte de l'expert. Mais ils doivent prendre des points. Ils doivent clairement prendre des points. Donc c'était bien tenté. Après, faut pas l'oublier, Bruges, c'est 3 expected goals sur le match. Hein. Donc ils ont souffert. T'as le raté de Nilsson. Je pense que tu la mets dedans. Le raté de Nilsson, c'est le le raté d'Ilay Camara également. On a été gâtés. C'est le fait carré, mais non, franchement, ils ont raté beaucoup d'occasions et tout. Kukubo m'a fait un peu peur plusieurs fois même. Il m'a pas très rassuré sur cette rencontre. Ah ouais? Ouais, il y a ses sorties et tout. Même des fois, il est repoussé souvent dans l'axe et tout. Il captait pas beaucoup les ballons. Je trouve, à la fin du match, sur le corner ou le coup franc, à un moment où il sort, il a de la chance. Donc, à surveiller. Mais oui, offensivement, clairement, quand t'as 4 joueurs comme ça de ballon et tout, c'est clairement que tu dois les aligner. On doit quand même être un petit peu frustré, je le disais, avec ce 2-0. Moi, je les voyais gagner. Hein, moi aussi, j'étais étonné qu'ils perdent encore ce match parce que même si Bruges avait pas mal d'occasions, je les trouvais pas percutants et tu sentais pas que ce but allait tomber, mais il est tombé quand même, malheureusement pour eux. Ouais, effectivement, il est tombé. On va passer maintenant au match de la semaine parce que je pense que le club de Bruges, au moment où on tournera cette émission, et au moment où vous aurez l'occasion de regarder cette émission, aura déjà joué son match face à l'Atalanta. On dira simplement que c'était un match de préparation en vue de cette importante rencontre qui pourrait amener le club de Bruges à aller chercher plus de 60 millions d'euros dans son escarcelle en termes de budget. C'est absolument exceptionnel. Le club de Bruges n'a même plus besoin de faire des résultats dans le championnat de Belgique pour avoir de l'argent. On lui aura en offre avec des transferts exceptionnels. Mais en plus de ça, ils font des sommes de transferts, financières avec la Ligue des Champions absolument incroyable. Le club de Bruges sur une autre planète, vraisemblablement. Le gouffre pourrait être encore plus impressionnant l'année prochaine parce que Ordonez va pas partir pour des ronds de carottes, il va sûrement partir très cher. Des ronds de carottes. Excellent. Excellent, ça, des ronds de carottes. Ouais, exactement. Ah, mais ça, c'est vraiment, je sais pas si vous avez déjà entendu ou vu une telle expression, des ronds de carottes. On garde, hein, on note. Et t'as De Kuiper, pareil, il va sûrement partir très cher. Après, potentiellement, une qualification en 8e de finale contre l'Atalanta, c'est possible. Mais quand on regarde la fiche d'après, c'est Lille ou Aston Villa. Donc c'est encore possible d'aller en quart de finale, aller chercher, c'est Barcelone, Liverpool ou PSG potentiellement. Mais donc il y a une possibilité, on sait jamais. Ça va être très compliqué. Je vois plus l'Atalanta à domicile l'emporter. Mais il y a un monde où Bruges peut se qualifier en 8e de finale. Et il y a un monde où Bruges a ils ont Lille ou Aston Villa qu'ils ont battu d'ailleurs en Ligue des Champions cette année. On sait jamais, on ne sait jamais. Non, il a raison. Hein. Lille a juste mis 5-1 à Feyenoord qui a gagné 1-0 contre le club préféré de Xavier. Voilà. Lille a perdu contre le Havre en Ligue 1 alors qu'ils sont derniers. Je sais, j'étais au commentaire. Je l'ai commenté ce match. C'est très très bien. Non, on va passer maintenant au match de la semaine. Bien évidemment, le Sporting Charleroi affrontait le Sporting Anderlecht. Alors, c'était un match relativement étonnant. On le rappelle, hein, si vous étiez pas là, vous connaissez pas le résultat. C'est une victoire du Sporting d'Anderlecht, 1-0. Ils ont donc été défaits par le RSCA. Mais est-ce qu'après, une première période convaincante, Charleroi peut avoir des regrets dans cette rencontre, oui ou non? Moi, je pense que c'est pas plus Charleroi qui peut avoir des regrets, mais plutôt Rick 2000 de pas avoir fait un choix qu'il aurait peut-être dû faire au niveau de son 11 titulaire. Pour moi, personnellement, encore une fois, je pense qu'ils perdent 0-1 Charleroi à cause de leur gardien. Tu mets de la Vallée, je pense pas que tu perds ce match. Malheureusement. Il était prévu, il devait être titulaire. Il était sur le banc. Et je pense que tu t'averses les gardiens, je pense que Charleroi part au moins avec 1 point ce soir-là du match. Ah, c'est quand même étonnant, cette prestation. Parce que les joueurs sur le terrain, ils ont fait le boulot. Vous êtes en train de dire que Rick 2000 est le fautif et c'est ce pourquoi ils perdent le match? Thomas, tu étais au stade. Mais carrément, mais honnêtement, pour moi, c'est lui le fautif. Et pendant le match aussi, il fait une erreur, il sort Petris, alors que moi, j'aurais plutôt
mis Petris en arrière droit à la place de Rogel alors qu'Aurel faisait un bon match. Mais tu savais qu'Angulo était rentré et qu'il est très fort en pointe de vitesse. Et alors que Petris c'est sa force, c'est la vitesse, il aurait parfaitement pu contrôler Angulo dans son dribble pour le but de Vasquez. Donc là, c'est une erreur aussi. Et une erreur qu'on a mentionnée aussi la semaine dernière, c'est de encore une fois laisser Heymans tout le match. Alors que, pour moi, ok, c'est un bon joueur, mais il apporte pas grand chose. Et encore une fois, Flips, il était en tribune. Donc, à un moment donné. T'es censé être dans le groupe, d'ailleurs, lui aussi. C'est vraiment des choix de dernière minute de RIC 2000, étonnant. Ouais, c'est vraiment, et petite anecdote, vu que j'étais au match, tu vois clairement, que Heymans c'est le chouchou à RIC 2000. Ils ont passé toute la soirée ensemble. Donc c'est vraiment cuit chemise. Donc c'est un joueur qui ne sortira jamais du 11. Ah ça j'aime pas les copinages comme ça. Ah ouais, mais ça se voit. Mais c'est d'une force, tu vois leur complicité même après le match en buvant un verre. Désolé, hein, j'ai dévoilé les plans. Mais attention parce que tu lis un peu ton avenir aussi, hein. Quand tu fais ça quand t'es un entraîneur, parce que tu sais que si tu sous-performes parce que tu forces avec un joueur, toi ça peut te retomber dessus. Et Mehdi Bayat, c'est quelqu'un de très intelligent et il le verra à un moment donné ou l'autre. Et je pense que ça peut lui tomber sur la tête en fait, Rick 2000. Hein, s'il fait trop de concessions et de cadeaux comme ça à son copain. C'est sous ses yeux, hein, il le cache pas. Hein. Bayat était à proximité, hein, quand ils étaient ensemble la soirée, ils étaient tout le temps ensemble. Ils ont passé toute la soirée ensemble. Ils faisaient même des conversations à part. Et je me souviens, ça m'a marqué. Il était parti déjà parce qu'il allait partir. Rick 2000 lui dit Heymans, viens, Dan, viens. Ils sont partis dans un coin en train de parler à deux en buvant un verre, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, c'est des trucs, ça saute aux yeux que c'est du copinage, quoi. Ça saute aux yeux. Et donc, forcément, la victime collatérale de ça, c'est Alexis Phillips. Malheureusement. Qu'as-tu pensé de ce match? Ouais, déjà, c'était pas, c'est un Anderlecht très décevant. Et je pense, on en a parlé, et j'en ai parlé aussi précédemment. Il avait trouvé son meilleur 11. Après, il a été décimé par des blessures et tout. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre Ritz et Dundonker ensemble dans ce milieu de terrain. Zorgan était dans son fauteuil en première mi-temps. Zorgan, il y a tout qui passait par lui. Il était tranquille, il jouait en marchant, il faisait ses petites passes, il faisait ses tirs de loin, personne l'attaquait. Mais Ritz et Dundonker ensemble, faut arrêter ça. En 2025, pour le plaisir de nos yeux, s'il vous plaît, arrêtez ça. Léonie, comment je comprends pas que ce joueur ne joue plus? Tu sais que Verskaren et Struikens ne sont pas disponibles. Tu dois remanier un peu ton milieu de terrain. Tu laisses Léonie tout le match sur le banc, même pas titulaire, rien. Enfin, c'est lamentable. Ils étaient aux abonnés absents complets en première mi-temps. T'as pas vu Anderlecht de toute la première mi-temps. Horrible. Mais moi, vraiment, parce que moi je trouve que c'est quand même différent quand t'es dans un stade que derrière la télé. Moi, je préfère derrière la télé que dans un stade. Mais il y avait des fois quand Hazard touchait le ballon ou Hertha, je me dis putain, il est sur le terrain lui. Je savais même pas qu'ils étaient sur le terrain tellement ils étaient complètement hors sujet. Ça sent le départ hein, pour Théo Léoni cet été. Ouais, je pense logique, il a bien raison. C'est certainement son agent est déjà en train de travailler sur des pistes, etc. C'est un joueur qui intéresse en Belgique beaucoup, un petit peu à l'étranger, mais il n'a pas nécessairement la meilleure des cotes. Il peut te faire bien Westerlo, ça, c'est sûr. Il y a des clubs, je ne prononcerai pas sur les noms maintenant, parce qu'on est très tôt sur le mercato, donc je pourrais me tromper, ce que j'ai pas envie de faire, mais il y a des clubs de sub-top qui pourraient jouer notamment les playoffs 1, qui sont intéressés par Théo Léoni. Donc voilà. Charleroi, il doit la Charleroi. Ça reste c'est son amour, hein, c'est sa ville. Hein. Voilà, ça reste une possibilité, en tout cas pour cet été, on en reparlera bien évidemment. Tout ça est une question financière, faut vendre Zorgan du côté de Charleroi, ça c'est avant tout, sinon on peut pas aller chercher un milieu de terrain. Sans Strookens, sans Versiaren. Bon, évidemment, il voulait pas que je parle de Dao, donc j'en parlerai pas. Il l'a dit en off, on vous fait évidemment les confidences des coulisses. Sans Dao, je le dis quand même, est-ce qu'Anderlecht pourrait faire mieux au Mambourg en termes de jeu, en termes de football? Parce qu'en seconde période, ok, il y a le but, et on voit quand même pas grand-chose. On est d'accord, clairement, mais enfin, voilà, après, on va peut-être dire que je suis dit Anderlecht ou autre, mais depuis le début de la saison, c'est rare les matchs où on voit beaucoup d'Anderlecht. Ils ont fait des bons résultats. Mais est-ce que tu arrives à me citer par exemple ça? J'aime pas quand tu démarres les phrases en disant on va peut-être me dire que je suis en train de ça pue déjà en général. Non mais honnêtement, enfin, est-ce que vous savez me citer genre veut dire entre 5 et 10 matchs top match d'Anderlecht cette saison? Bah mais là tu prends enfin c'est difficile de sortir les matchs là mais je peux t'en sortir 2-3. Non mais quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines on revient à Anderlecht, ils ont mal joué ce week-end. Toi, c'est rare qu'on se dit Anderlecht ils ont fait un super match ce week-end. Il faut pas oublier on se voit tous les mardis. Est-ce qu'on a parlé souvent Anderlecht? Le jeu qu'on a déployé Anderlecht ce week-end, c'était beau. Ok, mais faut tenir en considération qu'Anderlecht a eu énormément de blessés tout au long de la saison et c'est l'un des seuls clubs qui a été victime de ce truc-là. Donc c'est normal. Donc chaque semaine, tu remanies ton équipe, tu dois faire des modifications. Sans tel joueur. Donc en gros,
meilleurs joueurs d'Anderlecht actuellement. Est-ce que Anderlecht est capable de faire mieux? Mais je pense pas. Pendant 2 mois, ils ont pas joué ils ont joué sans Dolberg. Il y a eu Kozmans qui était pas là. Vertonghen a débuté la saison, n'était plus là non plus. Il y a eu Strukens qui a été blessé pendant un très long moment aussi. Augustinson aussi. NDI aussi. Je peux te dire que tout le monde a été blessé. Donc, on revient, on est d'accord. Donc, on est d'accord avec ça. Vu tous les absents qu'il y a actuellement en Anderlecht et qui vont être absents pendant je sais pas combien de temps, c'est compliqué pour Anderlecht de jouer mieux, parce que même avec eux, c'est des fois compliqué. Alors sans eux, c'est dur de faire mieux. Mais justement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, je trouve. Et si Anderlecht ne joue pas à son meilleur niveau, c'est parce que justement, on doit toujours remanier l'équipe. Mais ça, j'ai jamais dit le contraire. Mais les résultats sont là, et avec la qualité du noyau, c'est logique, leur place, elle est là. Alors, on est d'accord que c'est compliqué pour Anderlecht de jouer mieux que ça. Bah, à ce jour, oui, parce qu'ils ont pas... C'est ça. C'est juste ça que Tafel a juste demandé ça. Oui, ok, mais oui, mais toi t'as dit sortez-moi 10 matchs où ils ont joué vraiment super bien cette saison, mais tu prends pas en considération le fait qu'ils ont eu énormément de blessés. Donc c'est ça que je dis. Moi, je parle pas quand les blessés sont là, c'est déjà compliqué. Je parle pas par rapport à sa phrase. Je parle par rapport à ce que t'as dit. Sortez-moi 10 matchs. Ok, on peut peut-être pas les sortir les 10 matchs, mais c'est le seul club en Pro League aujourd'hui qui a eu énormément de blessés, qui a dû faire face à ça. Et le Sporting d'Anderlecht pourrait aussi être allégé en termes de blessures, ça va leur faire du bien en termes d'infirmerie de l'Europa League, parce qu'on est d'accord que 3-0 contre le Fenerbahçe, voilà, on ne revient pas de ça, quoi. Donc il y aura encore une grosse possibilité, un gros moment de joie possible pour les supporters du Sporting. C'est évidemment cette finale de Coupe de Belgique contre Bruges qui peut être intéressante. Cette équipe d'Anderlecht, quand même, quand on voit ce qui est en train de se passer dans ce championnat, alors on va faire juste, mais brièvement, 2 minutes, après on ira sur la patte de l'expert, le lien avec l'Union Saint-Gilloise. Ça reste quand même une équipe qui, pour moi, est plus faible que l'Union Saint-Gilloise. Tu parles du qualité du noyau, là? Vraiment? Collectivement, pas individuellement. Oui, moi je individuellement, on est d'accord. Il n'y a aucune discussion liée à ça. Mais justement, ils ont pas il y a quand même, dans le Sporting d'Anderlecht, cette peur, et on le sent, d'être un peu trop gentil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette volonté de bien faire et d'être extrêmement, j'ai envie de dire, rigoureux sur ce qui est demandé. Mais il y a peu de lâcher prise. J'ai l'impression qu'on est trop dans le calcul, en fait. Bah oui, mais il y a pas d'automatisme. Mais ça bloque tout. Ouais, ça bloque tout dans cette équipe. Il y a pas d'automatisme. Si toutes les semaines t'es obligé de changer ton noyau, du côté de l'Union, je pense pas que c'est le cas. Donc c'est juste une question d'automatisme et le fait de... Est-ce que c'est pas un collectif qui manque de liberté, qui manque simplement de surprise? Est-ce que David Hubert devrait lâcher un peu du lest avec certains joueurs? Est-ce qu'il devrait prendre plus de risques aussi dans ses choix? Bah, dans ses choix, je pense qu'il prend quand même assez de risques. Hein. Tu trouves? Bah, si tu mets Donker en défense centrale et tout à l'heure, il parlait par exemple, de la doublette Ritz-Donker. C'est du risque, ça? Mais du risque, mais il a déjà changé de dispositif et tout. Il a déjà essayé plein de trucs, il a tenté plein de trucs. Même si je suis pas forcément fan du choix Hubert, je trouve qu'à ce niveau-là, il a quand même pris assez de risques. Hein. Ça, on peut pas lui reprocher. Hein. Et devant, tu trouves qu'il laisse assez de liberté aux offensifs, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et donc la responsabilité pourrait être mise sur leur qualité à eux? Bah, je trouve que oui, parce que regarde, Angelo l'a prouvé, c'est un joueur qui était sur le banc, il est rentré, là, il est super bien rentré, il a pu faire ce qu'il voulait. Okay. Il a amené le but, Vasquez, il l'a marqué. On râle souvent peut-être de ces joueurs-là, mais c'est eux qui ont fait la différence ce week-end. Et donc, les supporters du Sporting d'Anderlecht, dites-le nous d'ailleurs, évidemment, dans les commentaires, devraient être contents, heureux d'une 4e place s'ils venaient, en plus de l'élimination possible et probable en UEFA Europa League, également à perdre la finale de la Coupe de Belgique contre le club de Bruges. Est-ce qu'à la 4e place des playoffs, on est content et on a fait une bonne saison? Bah, vu les circonstances, je dirais oui, mais avec la qualité du noyau, non. Bah oui, surtout avec l'argent dépensé. Hein. Le salaire, par exemple, d'un Dolberg, 2 millions par an, les salaires énormes de Don Donker, 4,2 millions d'euros par an, c'est énorme, c'est des salaires qui sont mirobolants. Et c'est aussi sans doute aussi la raison pour laquelle des joueurs qui parfois sous-performent, comme Don Donker, sont sur le terrain. Parce que peut-être qu'il faut les faire jouer. Ce qu'il faudrait aussi se demander, c'est le salaire du préparateur physique et du staff médical. Parce que méchant. honnêtement... T'es méchant. Non, mais honnêtement, c'est quand même... atroce c'est des joueurs, 4 joueurs blessés, Edozie qui se blesse à l'échauffement, Verskaren sur le banc au Fenerbahçe, là on apprend blessé avant le match, Strukens on apprend blessé, Dolberg qui se blesse en plein match. C'est 4 joueurs qui étaient encore blessés il y a quelques mois, quelques semaines, qui sont revenus, qui se reblessent, qui reviennent, qui se reblessent. Je crois qu'il y a un gros problème et le travail doit aussi être essentiellement mis là, l'accent il doit être mis là, c'est le préparateur physique et le staff médical, il y a un problème à ce niveau-là je trouve. On se rappelle que cet été c'est le travail qui a été fait chez le club ennemi au Standard de Liège, on avait complètement bazardé toute la cellule des kinés, des préparateurs physiques pour faire venir de nouvelles personnes et réduire en plus, parce qu'il y avait un amas de trop de personnes qui faisaient quasiment rien du tout dans cette zone médicale. À Anderlecht, il y a le même travail. Il y a un gros travail là. Ouais, il y a un gros travail à faire. Eh bien, cette fois-ci, sur cette patte de l'expert que va nous présenter dans quelques instants notre ami Quentin, on va apprendre quelle équipe va prendre le plus de points
dans les 4 dernières journées de Jupiler Pro League. Qui va récupérer sur base de tes calculs de petit génie les 4 points ou plutôt les meilleurs points, mais en fait, on en parlait ici précédemment dans l'émission. Le Standard, qui est par exemple 7e, est à 5 points des playoffs 1, mais Thomas l'a souligné, il est aussi à 5 points de la zone rouge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 4 dernières journées de championnat, j'ai pris les résultats qu'ils ont fait contre ces équipes-là lors du match aller, pour voir un peu ce qui pouvait se dégager, et j'ai tout noté. Donc par exemple, Genk serait encore plus dans le top, donc il serait à 13 points d'avance sur le club de Bruges, mais on sait qu'il y a la division des points, donc ça ferait 6,5, donc 7 points sur le club de Bruges. Anderlecht passerait devant l'Union, donc par rapport au résultat de la phase aller, et il serait à 0,5 points du club de Bruges, donc de la 2e place pour Anderlecht. Donc c'est là aussi que le staff médical va devoir faire un bon boulot. Le top 6 ne devrait pas changer, donc ça serait bien la Gantoise dans le top 6. Et 7e, ce serait qui pour vous? C'est pas le Standard. Non, je pense que ce sera... Non, ce sera OHL. Eh ben non, Malines. Malines devrait prendre 9 sur 12 parce qu'il joue contre Saint-Tron, Berscott, Charleroi et Dender. Sinon, au niveau de la 12e place, le premier non relégable, eh ben, c'est une équipe qui est reléguée pour le moment. Ah ouais? Donc c'est une équipe qui devrait réussir à se sauver, eh ben, c'est Saint-Tron. Okay. Saint-Tron, normalement, là, à l'aller, ils avaient pris 10 points sur 12. Donc, ils pourraient reprendre 10 points sur 12 ici et devraient sortir de cette zone rouge. Donc, je trouve que ça va être très, très, très intéressant à suivre, que ça soit au niveau des playoffs 1, avec une lutte très serrée, je pense, pour la 2e place entre Bruges, Union et Anderlecht. Et potentiellement, du coup, dans cette zone rouge, on aurait le Berscott Courtrai, mais le Cercle et Westerlo. Westerlo. Donc, si on en suit les 4 premiers matchs de la phase aller, Westerlo et le Cercle devraient aller dans cette zone rouge. C'est vrai que Westerlo, cette année, c'est une saison un petit peu plus compliquée. Bah, ils avaient très bien commencé, hein. Faut pas oublier les 900. Il y avait Stassin. Ouais, Stassin. La perte de Stassin, parce qu'il y avait le duo Sayed Manech-Stassin en début de saison, c'était incroyable. Et on peut pas refuser 10 millions d'euros quand on s'appelle Westerlo, surtout quand ça vient de Saint-Etienne, qui met jamais ce type de transfert. Ils ont vraiment délié les cordons de la bourse. Fallait pas dire non, puis en plus de ça, victoire contre l'Olympique de Marseille ce week-end. Mais par contre, avec le Cercle, c'est plus délicat, je trouve, son calcul, parce qu'ils ont fait un début de saison catastrophique, et depuis que l'entraîneur est là, ils ont perdu qu'une fois. Donc ici c'est sur les adversaires, c'est les résultats qu'ils ont fait contre les adversaires au match aller. Donc ça date quoi. Tu vois, mais je comprends. Xavier, d'accord aussi avec cette analyse sur les équipes qui vont prendre le plus de points sur ces 4 dernières journées? Ouais, de manière générale, je suis tout à fait d'accord. Surtout avec ce qui m'intéresse, c'est Saint-Tron, que vu leur calendrier et vu la qualité de jeu qu'ils déploient, comme Thomas l'a dit précédemment, c'est vrai que je pense qu'ils vont finir juste au-dessus de la zone de relégation. Une petite pièce, Saint-Tron se sauve, ça va à voir. Allez, on passe maintenant au Football Time Award. Bien évidemment, c'est nos joueurs de la semaine. Comme d'habitude, bien sûr, d'abord, un petit coup d'œil sur le classement général. Franjo Ivanovic était leader. À la 2e place, il y avait un certain Adriano Bertaccini. Est-ce que ce classement a changé, Thomas? Rien n'a changé. Celui qui a pris le point la semaine dernière, c'est Dolberg, oui. Kasper donc Dolberg. Il prend double point, donc il est 3e, donc il rentre presque dans le top 10. Ok, Kasper Dolberg dans le top 10, intéressant. Bientôt. Alors, je vais me permettre de commencer cette fois-ci parce que on va faire un lien avec ce dont on a parlé concernant les Diables Rouges. J'ai tweeté en plus de ça là-dessus ce week-end. Moi, je vais parler de mon joueur de la semaine. Bien évidemment, vous pourrez, comme d'habitude sur X et sur Instagram, donner votre joueur bonus une fois qu'ils auront été révélés dans cette émission. Matt Smets. Matt Smets est selon moi le joueur qui m'a le plus impressionné cette semaine. Je le trouve absolument extraordinaire. Je trouve qu'il a une intelligence de jeu, qu'il perd très très peu de ballons, qu'il a une relance et un toucher de balle d'une propreté. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un défenseur central aussi juste dans sa proposition technique en Jupiler Pro League. Je le trouve en plus de ça extrêmement intelligent, très mature. Il ne se bat pas dans les duels stupidement. Il avait en plus de ça en face de lui des joueurs qui physiquement étaient plus forts que lui. Il a gagné quasiment tous ses duels. Je le vois un peu comme un défenseur à l'italienne en fait, c'est-à-dire un défenseur capable de réfléchir avant d'agir et de faire fonctionner son cerveau avant ses pieds. Il y en a peu des défenseurs centraux de grand potentiel qui ont ces qualités-là en Belgique. Je pense qu'il va faire un malheur dans une équipe la saison prochaine. Pour moi, c'est direction l'Atalanta, c'est direction Napoli, c'est direction peut-être même des équipes du top au Bayer Leverkusen par exemple, ou le Bayern. Il y a vraiment chez lui une appétence à aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'il nous propose actuellement. Je considère que c'est pour moi le meilleur défenseur central de notre championnat. Je le dis. Pourquoi? Parce que il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et je le dis encore une fois, c'est le côté savoir prévenir avant d'agir. Et ça, c'est quelque chose de rare quand on est un défenseur central. C'est ce pourquoi aujourd'hui je fais un appel à Rudy Garcia. Rudy Garcia, sélectionne Matt Smets en mars, s'il te plaît. Tu vas
te régaler. C'est le type de défenseur central que tu adores. Au Napoli, t'en avais dans ce genre-là, notamment Amir Ramani, etc. Il faut absolument que tu sélectionnes Matheus Mets. Voilà, le mot est dit, le point est donné. On va pouvoir maintenant passer aux autres joueurs de la semaine. Thomas. Si je peux juste me permettre d'intervenir dans ton analyse, qui est très très bonne d'ailleurs. Petit côté statistique, Matheus Mets, c'est le joueur le plus efficace en termes de passes dans notre championnat. C'est lui qui donne qui a le pourcentage le plus élevé en termes de passes réussies dans notre championnat. Donc c'est quelque chose de complètement juste et qui colle à ton analyse. Absolument fou. Ah, je suis fan, vous l'aurez compris, et je crois qu'il n'y a plus besoin d'en dire quoi que ce soit. Xavier, ton joueur de la semaine. Moi, j'ai pris un joueur de Saint-Tron, j'ai pris Adriano Bertaccini. Comme par Ça fait longtemps qu'on en a pris comme parler. par hasard. Voilà, il nous remet encore de la sauce. Voilà un peu de bolognaise. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec Bertaccini Non, mais encore? Il a pas marqué. Non, mais c'est lui qui a donné l'assist pour Lamkelze pour Absolument. faire le 1-0. Et juste avant la passe de Brahimi, c'est lui qui récupère le ballon et qui la donne aussi à Brahimi pour faire le 2-0. Et honnêtement, je trouve qu'il avait un rôle un petit peu ingrat. On lui a demandé beaucoup de ressorts sur le terrain. Il y a beaucoup de grinta dans son jeu. Il s'est un peu battu pour l'équipe. Et c'est vrai qu'on le met moins en avant pour le moment. Mais je pense, il a vraiment travaillé pour l'équipe. Et au final, il a quand même été presque 2 fois décisif. Parce que comme je dis, l'assist c'est lui et la deuxième c'est lui qui récupère pour Brahimi juste avant. Donc, je voulais choisir un joueur de Saint-Tron vu leur match, et quand je regardais un peu tous les joueurs de Saint-Tron, je trouve que lui, il a été appliqué dans les 2 buts, donc c'est pour ça que c'est lui qui ressort. Ouais, t'aurais pu donner à Lamkelze également. Ouais, mais lui, il a appliqué juste dans le premier but. Dans non, mais en plus de ça, tu lui donnes la possibilité de continuer à caracoler en tête et peut-être même dépasser Franjo Ivanovic au classement. C'est justifié, hein, c'est parce que tu marques pas que tu peux pas être dans les choix d'ici, quoi, tu vois. Non, c'est bien justifié, c'est bien argumenté. Et il a vraiment un rôle très important dans le système de Mazou, même s'il marque pas, franchement, moi je l'ai trouvé aussi, il était excellent face à Bruges. Adriano Bertaccini qui va récupérer donc la possibilité d'avoir encore un point supplémentaire grâce à vous, évidemment. La journée après la sortie de cette émission, comme d'habitude, le point bonus qui vous est offert via les réseaux sociaux du Clubhouse Football Time. Thomas, quel est ton joueur de la semaine? Alors comme Xavier, je tenais à prendre un joueur de l'Antwerp parce que j'ai trouvé leur match très intéressant et vraiment très très bon. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en entier, mais franchement c'était incroyable la façon dont ils ont joué. Et je vais faire un choix de dernière minute. Je vais switcher, je vais changer. Je vais pas prendre Thierry comme j'avais pris à la base. T'avais prévu Challenger, effectivement. J'avais pris parce qu'il a fait un assist et il a marqué, donc logiquement on devrait prendre lui. Mais le joueur qui a été le plus impressionnant pour moi et qui a un rôle vraiment déterminant dans le système de jeu de Rook, c'est Vincent Janssen. Il a vraiment été incroyable en position de 10. Pas en tant que 9, pour moi c'est sa meilleure position à ce jour. Il est tellement important, il gagne tous ses duels, tu peux lui donner un ballon, il sait le garder, il sait mettre les passes, il sait marquer. Franchement, je me souviens il y a quelques mois, on devait choisir quel était le meilleur attaquant, et pour moi j'avais choisi Janssen, et ça confirme encore aujourd'hui parce que je trouve que c'est l'attaquant. Je veux pas dire que c'est le meilleur de notre championnat, mais un des meilleurs parce qu'il est très 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 complet. Il sait faire plein de trucs, il sait jouer à plusieurs positions et il a une personnalité, un charisme qui est aussi important dans une équipe et il mérite amplement ses points aujourd'hui. Un joueur important qui s'est marqué à des moments importants aussi. C'est ce qui fait aussi son importance dans le collectif de Jonas de Rook. Quentin. Il fallait fêter la naissance de son enfant quelques jours plus tôt aussi, donc c'est toujours plus beau. Merci pour le carnet rose. Avec plaisir. Moi j'ai pris un joueur qui a dégoûté Franjo Ivanovic. Et c'est un gardien. J'ai pris Ortwin de Wolf, qui permet clairement à Malines de prendre les 3 points à l'Union. 3 points très importants dans la lutte pour éviter la zone rouge contre une équipe de l'Union qu'on a parlé ici qui était en forme. Et franchement, Ivanovic, il a tout essayé. Et même à un moment quand Ortwin de Wolf part du mauvais côté, l'arrêt qu'il fait avec son pied comme ça pour la mettre en corner, vraiment, franchement, il mérite mon point. Ah, c'est excellent. Ortwin de Wolf qui n'était pas nécessairement le joueur le plus attendu, ou je sais qu'il a souvent été décrié, notamment en Jupiler Pro League, comme étant un gardien qui n'était pas nécessairement d'une énorme qualité. Il est en train de prouver le contraire là du côté de Malines, et qui fait effectivement une belle rencontre. Cette équipe de Malines qui nous surprend, capable du meilleur comme du pire. C'est vraiment les montagnes russes du côté de imprévisible, de Malines, du AFA Stadium. C'est ça, AFA Stadium. Ils ont même cassé la série de l'Union dont j'avais parlé la semaine d'avant. Ils avaient plus perdu depuis le 25 octobre, je pense. Donc, c'est ça. Solide. Ça portait la poisse à l'Union. L'Union qui est resté quand même sur une défaite face à l'Ajax, donc. Visiblement, j'ai parlé du Standard aussi qu'ils n'avaient pas en play-off 1 et bizarrement ça marche. Voilà, c'est ça. Toi, tu es décidément l'homme chanceux aujourd'hui, c'est très bien. Bien, on va passer désormais, tout simplement avant de vous quitter et vous remercier, à une petite teasing sur le temps additionnel de Xavier. Xavier, tu vas nous parler évidemment de l'histoire du Sporting d'Anderlecht, mais elle est tellement riche cette histoire. Comment t'as fait pour pouvoir vraiment sélectionner le bon du bon? Comment t'as été chercher le caviar? J'ai dû synthétiser beaucoup. Ouais. Et essayer de sélectionner, je pense, je vais essayer de prendre vraiment les morceaux un peu moins connus du Sporting d'Anderlecht. C'est vrai que, on va dire, les 10 dernières années, tout le monde, ceux qui suivent le football sont connus. Donc moi, je me suis vraiment consacré à toute la partie un peu plus
vieille du Sporting d'Anderlecht. Et il y a pas mal de petites choses qu'on pensait Anderlecht peut-être un peu plus propre que ce qu'on le pense. Voilà. Ouh, journaliste d'investigation, notre Xavier et Romain Molina, qu'on embrasse évidemment, notre Romain. Ah bah ça va être intéressant. Donc aujourd'hui, enfin ou plutôt dans les prochains jours, on aura un Xavier vous spécial histoire du Sporting d'Anderlecht. Restez évidemment abonnez-vous comme d'habitude, le petit like. Il me reste à vous remercier, messieurs. Quentin, merci beaucoup. Avec plaisir. Thomas, merci également. Et puis Xavier, on se retrouve très rapidement dans donc le Xavier vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time et on se retrouve la semaine prochaine avec une très très belle surprise pour vous, les amis. Ciao, ciao.